Ma vie n'est pas facile. Et celle de ma mère était encore pire. Se réveiller avant le premier chant du coq, s'activer à préparer toutes les bonnes nourritures qu'elle allait vendre. Rester près du feu, le corps ruisselant de sueur. Rester sourde à la fatigue qui alourdissait son corps. Les courbatures qui n'en finissaient plus. Et moi, trop petite pour pouvoir l'aider efficacement. Mon père nous avait quittés une matinée de septembre. Il a succombé à la maladie après des mois de lentes agonies. Il me manque et souvent je pleure dans mon lit quand son absence devient trop insupportable. Je vois son visage quand je ferme les yeux, je sens sa présence quand je me sens trop seule. Et je suis triste quand je me rends compte que jamais plus je ne pourrai le revoir. Mais je sais qu'il m'aimait plus que sa propre vie et que seule la mort a été assez puissante pour nous séparer. La plupart de mes copines n'ont qu'un seul parent à la maison. Quand je demandais à ma mère pourquoi des pères pouvaient abandonner femmes et enfants, elle m'a répondu que beaucoup trop de personnes étaient des lâches. Ces pères préféraient fuir plutôt que de prendre les responsabilités. J'ai remercié le ciel d'avoir un père comme le mien. Il était certes très sévère, mais c'était un bon père. C'était lui qui m'a permis de venir au monde. Lui encore qui m'a aimé protéger durant de nombreuses années. Mieux encore, c'était mon père. Je me suis fait la promesse ce jour-là de faire de mon mieux pour que mon enfant, quand j'en aurai un, ne vive jamais cette vie-là. S'il y a une chose essentielle que la vie au quartier m'a enseignée, c'est que rien n'est gratuit. Et en grandissant, je me suis rendu compte de toute l'horreur de cette dure loi de la survie. Tout comme ma mère et moi, nos voisins, tous ces gens qui vivaient dans notre quartier, n'étaient pas riches. Le manque d'argent se faisait durement ressentir, comme ne cessait de le répéter un de nos voisins. J'ai peine à joindre les deux bouts les 20 derniers jours du mois. C'était notre réalité à tous. On vivait tous sous le seuil de la misère. Nombre de parents ne s'encombraient pas de morale. Ils considéraient qu'avoir un enfant était un investissement. Un garçon était toujours utile pour aider, mais une fille avait toute une autre valeur. Petite, elle était formée à faire les différentes tâches ménagères. Et en grandissant, quand ses formes s'épanouissaient, sous la poussée de la puberté, elle commençait à attirer les regards des hommes. Il y a toujours de vieux dégoûtants pour vouloir s'approprier l'innocence d'une jeune fille qui a l'âge d'être sa fille. Comme ma copine Cécilia, elle était partie épouser un vieillard de 70 ans, contraint par les membres de sa famille. Un jour, en regardant le journal, je suis tombée sur la célébration de l'anniversaire de l'ONG Cœur et Conscience. Le président fondateur a fait un superbe discours parlant de respect, de paix, d'honnêteté, d'amour, de solidarité, d'égalité et de tolérance. Autant de valeurs qui trouvaient des échos en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu découvrir un concept qui m'était alors inconnu. Aider des parfaits inconnus. Des gens vivaient à des milliers de kilomètres d'ici et qui pour la plupart ne sont jamais venus ici, acceptent de bon cœur d'aider des enfants à finir les études. Aider sans rechercher de profit, sans attendre de contrepartie. Ce fut un choc pour moi. Je me suis dit que tant qu'il y aurait des gens aussi altruistes dans ce monde de fous, les genres humains pourraient sauvegarder son humanité. Je suis consciente que je dois être l'instigatrice du changement que je veux voir dans mon entourage. Et si des gens à des milliers de kilomètres font déjà de leur mieux pour faire bouger les choses, je me suis dit que moi aussi je dois participer dans ce mouvement. Je veux faire partie d'une nouvelle génération, artisans de grands changements. Des porte-étendards, des militants qui veuillent à propager les valeurs de cette noble association, car c'est la génération Cœur et Conscience.